Bonjour à tous, bienvenue, salutations. En général, quand on parle de l'intelligence artificielle, bien sûr, il y a tout de suite l'idée dans la tête qui revient dans le fait que l'IA va remplacer nos emplois, dans l'idée que l'IA va nous rendre obsolètes, et c'est le cas bien sûr de le dire, mais surtout dans cette échelle de pensée-là, dans cette logique-là, si on pousse le bouchon jusqu'au bout, d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui de l'IA, on se situe de plus en plus vers l'IA générale et par extension de l'IA générale de la super intelligence. Est-ce que, alors la question même maintenant n'est plus de savoir est-ce que l'on va arriver à cette super intelligence là, c'est plutôt de savoir quand est-ce que cela va se produire. Donc c'est véritablement à ce niveau que le débat se situe. Mais pour que je puisse introduire ce débat-là, cette question naturellement qui est éminemment très essentielle, il faut comprendre déjà alors quelque chose de très très fondamental, c'est que si je vous dis tuerie de masse, guerre, crime, tout de suite évidemment vous allez penser à la situation des guerres dans le monde entier, à des bombes qui sont larguées dans certains territoires, à des famines et tout le reste. Mais ce que vous ne voyez pas ou n'avez pas conscience tout d'un coup, c'est que le crime d'abord, il provient déjà par le fait de rendre une masse, l'opinion publique, ignorante de la chose, ignorante des vrais événements, des vrais enjeux, de la réalité réelle. La réalité réelle, c'est le mot est à dessein. Pour dire quoi en fait? Pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui vous avez OpenAI, les GAFAM, Google, Amazon, enfin Meta, Facebook auparavant, Claude Anthropique, d'accord, et bien d'autres également de start-up, de grandes multinationales qui aujourd'hui pèsent des milliards, et bien sûr chinoises par la suite avec DeepSeek par exemple, qui pèsent des milliards et des milliards de dollars, qui embauchent des mathématiciens, des ingénieurs en IA, voilà, des experts profils dans tous les domaines. Pour faire quoi? Pour mettre sur pied des super intelligences. En tout cas, dans cette course de savoir qui est-ce qui va arriver en premier lieu dans la mise sur pied d'une super intelligence. Et pour pouvoir mettre une super intelligence, cela passe évidemment déjà par ce que l'on a déjà aujourd'hui, avec les grands modèles de langage. Donc ChatGPT, en l'occurrence, qui a donné, entre guillemets, le ton, mais d'autres agents également, Claude, Gemini, Google, tout le reste, sont arrivés, Mistral et en Europe. Aujourd'hui, maintenant, on est dans une phase de, je dirais plutôt, de compréhension encore des agents intelligents, de comment est-ce que cela fonctionne, pour perfectionner cet aspect des choses. Et une fois cette étape passée, alors, pour celles et ceux peut-être qui n'ont pas encore vraiment les vrais insights, les vraies informations, moi je vous les donne parce que je travaille dans le domaine. En laboratoire, déjà, Meta et bien d'autres compagnies de la sorte ont déjà pu véritablement tester un niveau très avancé des agents intelligents. Mais pour l'heure, restons dans le cas des agents intelligents qui aujourd'hui déjà sont capables de faire quoi? Sont capables de prendre un ensemble de tâches telles qu'un humain, aujourd'hui un salarié pourra le faire, et exécuter cette tâche-là à la perfection, donc à arriver à un but final, à mettre sur pied véritablement un état de satisfaction, de but, d'exécution d'un ensemble de tâches données, sans que l'humain derrière soit à disposition pour aider l'agent intelligent en question. Ça, c'est ce qui est en train de se passer au niveau des laboratoires actuellement de ces grandes compagnies que je vous ai citées, quelques-unes. Fondamentalement, maintenant, bien sûr, ce qui se passe au quotidien, c'est que nous avons à disposition donc des agents intelligents sous forme logicielle dans un premier temps, mais également robotiques qui viendront. Donc, on va nous mettre, c'est déjà le cas, nous mettre à disposition, donc à l'ensemble des utilisateurs, salariés et tout le reste, des outils pour utiliser ces agents intelligents pour réaliser un certain nombre de tâches que nous voudrions au quotidien. Simplement, au fur et à mesure que vous allez utiliser ces outils-là, au fur et à mesure, tel un conditionnement opérant en psychologie, en psychanalyse et en psychiatrie également, vous êtes
en train de vous rendre complice, bien sûr, si vous n'avez pas conscience, mais d'une certaine manière, de votre dépendance, de votre ignorance vis-à-vis de comment fonctionnent réellement pour le coup, ces agents intelligents. C'est-à-dire comment ces agents intelligents ont été conçus, pensés et réalisés. Parce que évidemment, ce que vous allez avoir comme outil en sortie, ce n'est que la matérialisation de la pensée au préalable qui a été la propriété intellectuelle de cette grande compagnie en question. Moi, ici, j'aimerais vous amener dans la pensée réelle, dans la conception et dans véritablement ce qui constitue le substrat réel de pensée et de mise sur pied de ces agents intelligents. Comment on pense pour pouvoir mettre sur pied véritablement un agent intelligent. Alors, déjà, il faut définir clairement ce que c'est qu'un agent intelligent. Un agent intelligent, tout simplement, c'est un programme qui va réaliser, ou une IA si vous souhaitez, qui va réaliser un but précis. Un but précis ici, de manière autonome, donc sans que un humain ne soit en permanence derrière pour pouvoir aider l'agent en quelque sorte à exécuter la tâche. Donc vous donnez à l'agent intelligent, à l'IA, un but précis ou plusieurs buts, et l'agent s'occupe de réaliser ces buts-là sans l'intervention humaine. Définition claire et nette. Maintenant, comment est-ce que on arrive à le faire effectivement? Il faut définir et utiliser un concept très clair d'ailleurs qui prend sa source en fait dans la philosophie, la rationalité. Un agent intelligent ici va utiliser le concept de rationalité. La rationalité, pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction du milieu dans lequel l'agent intelligent se trouve, on va pouvoir dire si il est intelligent ou pas. Pourquoi? Parce que en fonction de son comportement, et son comportement va être jugé en fonction de la rationalité. Est-ce qu'il a été rationnel? Et la rationalité, évidemment, il faut, in fine, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue quantitatif, donner une valeur à cette rationalité-là. Donc, quand un agent intelligent exécute un certain nombre de tâches dans son environnement donné, il faut pouvoir dire à quel moment il a été rationnel et à quel moment il ne l'a pas été. Pour le faire, évidemment, donc d'un point de vue quantitatif, il va falloir définir un certain nombre de valeurs pour pouvoir donc quantifier ces états en question. Donc pourquoi on va faire entrer des mesures de performance au sein de l'exécution de l'agent intelligent. Je vais quand même vous cartographier un certain nombre d'agents intelligents que l'on utilise de manière générale. Alors, je reviens à la bonne méthode ancienne, pas besoin de présenter des grands ou quoi que ce soit. Je vous précise en général de manière psychologique et évidemment neuroscientifique. Utilisez le plus souvent la craie, le tableau, vos doigts ou une ardoise de ce type. Alors, pour revenir au sujet, c'est quoi? C'est que nous avons dans la panoplie des agents intelligents, dans un certain nombre évidemment de programmes fondamentaux qui font de la mise sur pied des agents intelligents. Nous avons quelques-uns qui permettent de nous situer quant au but, quant à la réalisation concrète de l'agent intelligent que l'on souhaiterait mettre sur pied. Le premier type d'agent intelligent que l'on met sur pied, c'est des agents réflexes. Alors, à action réflexe. Donc, voilà. Alors, un agent réflexe, c'est-à-dire que, alors, l'humain, déjà, est un agent intelligent. On va dire, c'est l'agent intelligent dans sa forme idéale. OK? Agent réflexe, c'est quoi? C'est un agent qui agit tout de suite par rapport à une entrée, par rapport à une donnée bien précise. Donc, et sans réflexion, sans temps de réflexion, plus précisément. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, voilà, précisément, donc, nous avons ici un agent intelligent, ok? Nous avons son environnement. Donc, un agent intelligent, c'est un agent qui est en connexion avec son environnement. Donc, il est en interaction avec son environnement par le fait que dans un premier temps, il capte les données, il visualise, il observe l'environnement avec lequel il interagit. Ok? Donc ça c'est la partie observation.
Et après observation, il va faire un traitement en interne et puis agir avec des actions au sein de l'environnement en question. Donc, observation et puis action. Il observe dans un premier temps l'environnement, donc les données de l'environnement, son état, etc. En interne, il possède tout un ensemble de fonctions mathématiques, bien sûr, capables de traiter les informations observées, et après, donc, il agit en conséquence en fonction du programme qui aura été décidé ici. D'accord? Jusqu'ici, je pense que c'est très élémentaire et très simple. Maintenant, il y a une particularité de ce type de programme. On en a plusieurs. Là, je vous donne les programmes canoniques, donc les programmes à partir desquels on va concevoir tous les agents intelligents aujourd'hui qui vous sont présentés, et demain, bien sûr, les agents, les super intelligences qui ne seront que la perfection de ce qui est en train de se faire. Donc, première chose, les agents réflexes. Les agents de type réflexe, c'est quoi? C'est que vous avez un agent intelligent, il observe son environnement. On va partir du principe que l'environnement est toujours observable. Alors, c'est une particularité très essentielle. C'est-à-dire qu'un environnement est toujours observable. Ça veut dire que l'agent, ici, intelligent, a toujours accès à observer, quel que soit le temps, quel que soit l'état de l'environnement avec lequel il interagit. D'accord? Il n'y a en aucun moment interruption d'observation de l'environnement avec lequel il agit. Sinon, ça devient un peu compliqué. C'est un autre cas que l'on verra un peu plus tard. Voilà. Donc, premier prérequis. Première chose, donc l'agent réflexe, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il reçoit une observation, alors, ici on parle de perception, de percept, d'accord? Donc il perçoit son environnement, il reçoit un percept par le fait que, évidemment, on va prendre un contenu de la donnée captée, d'accord, au sein de l'environnement avec lequel il agit, et tout de suite, il va fournir une action, rapidement en fait, sans temps de réflexion, sans temps d'écoulement. Le plus vite serait vraiment l'idéal. C'est-à-dire que, pour prendre un cas très typique de la vie courante, vous mettez votre main sous une source chaude, voilà, au feu, tout de suite vous allez l'enlever. Parce que évidemment, ça brûle. Vous allez percevoir, vous allez même pas réfléchir à prendre du temps, à laisser votre main au feu et pour vous poser des questions. Non, là tout de suite, vous allez enlever votre main. Donc ça c'est le principe de réflexe. Donc c'est un réflexe inné ici pour le coup. Donc première chose, alors cet agent réflexe là a des particularités. Bien évidemment, dans certaines situations, vous voudrez avoir ce type de comportement. Parce qu'évidemment, ça permet d'aller plus vite. Donc, il n'y a pas de temps de réflexion. Mais dans d'autres cas également, cela peut être gênant parce que s'il nous faut un temps de réflexion, parce qu'il y a d'autres données dans l'environnement seraient intéressantes d'analyser, cela peut être très contraignant. Donc, premier cas, première base canonique de mise sur pied des agents intelligents à partir du mode agent réflexe. Il y a un deuxième cas canonique d'agent qui ici est plutôt considéré comme le fait de prendre cette fois-ci, comme je vous ai dit, j'ai un peu introduit le sujet, un agent en état interne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, même principe, donc l'agent est connecté avec son environnement, il observe son environnement, il traite des données et après, il agit avec des actions. Donc, un agent à état interne, c'est quoi? Donc, un agent à état interne, c'est que une fois l'observation captée, l'agent ici va garder une mémoire, va avoir une mémoire dans laquelle se trouve un historique des connaissances déjà captées par le passé sur l'environnement. Donc, à état interne, ça veut dire que dans son fonctionnement interne, ici, d'accord, les observations qu'il va recevoir à un instant donné, T, vont être additionnées avec son état interne qui contient les données déjà observées par le passé concernant un état sur lequel se trouvait
son environnement. Et donc, à partir de ces observations-là, donc les deux combinés, il va pouvoir choisir la meilleure action, la bonne action qui correspond qui a lieu d'être exécutée dans l'environnement en question. Retenez toujours à chaque fois que, quand on vous parlera d'action, de commettre sur l'environnement une exécution, c'est le fait de dire que l'agent intelligent ici va choisir un comportement, va choisir ou adopter un comportement rationnel. D'accord? C'est véritablement là pour le coup qu'il faut être très très précis. Je donne les mots vraiment à dessein pour que ce soit bien très, on va dire, pédagogique et vraiment très essentiel à maintenir comme compréhension. Donc, ça c'est le principe des agents à état interne. Donc, la mémoire interne de l'agent lui permet de prendre de bonnes décisions, d'aller effectuer tout un tas d'actions rationnelles. Ça, maintenant, donc deuxième formule canonique, on passe maintenant à la troisième formule canonique de type d'agent intelligent. C'est que nous avons des agents à but. Donc, à but, le fait d'exécuter alors un but ou plusieurs buts. Donc, vous allez prendre par exemple un exemple très typique, la voiture autonome. La voiture autonome, vous prenez votre GPS en général, donc vous mettez la destination finale. Le GPS vous calcule quoi? Le chemin le plus court et en fonction du lieu où vous vous trouvez, évidemment. Et des paramètres du trafic, accidents, etc. Dans un premier temps, l'agent à but, donc on va dire arriver à une destination B, une destination finale. Ici, l'agent à but va être capable de faire quoi? De choisir le chemin, ou les chemins évidemment qui vous mènent à votre point de destination finale et prendre un de ces chemins-là. Voilà ce qu'il fait, tout simplement. C'est un état ici en fait un état binaire parce que évidemment votre but c'est d'arriver à un point final. À partir du moment où vous arrivez à ce point-là, on considérera que l'agent a réalisé son but, donc a été rationnel, s'est bien comporté, a eu un comportement rationnel. Maintenant, il y a dans cette forme-là l'extension avec un agent à utilité. C'est-à-dire que il peut y avoir, comme je vous ai dit, plusieurs chemins pour arriver à une destination finale, mais on va choisir le chemin qui est le moins coûteux, qui est le plus sûr, le plus fiable et le plus court. Donc là, évidemment, on considère que dans tous les chemins qui nous mènent, j'allais dire à Rome, voilà, il y a parmi ces chemins-là un seul qui est donc le plus sûr, le plus fiable, le plus court et le moins coûteux. Donc voilà le chemin en question là qui va être considéré, s'il est choisi par l'agent intelligent, on va considérer que l'agent s'est comporté comme étant un agent utile, à utilité, parce que évidemment, en plus du but, il vous mène donc à la destination finale, mais au-delà, il a choisi ce qui était le plus utile, ce qui maximisait le plus sa rationalité à ce moment donné précis. Voilà une autre base également de conception d'agent intelligent. C'est pas fini, il y en a encore deux autres. Le suivant, dans la forme canonique de mise sur pied des agents intelligents, donc je vous ai dit agent réflexe, agent à état interne, agent à but, agent utilité, donc le fait de rendre un but très utile. Il y a un agent également d'apprentissage. Ici, on va plutôt s'intéresser dans le machine learning, ChatGPT par exemple, les grands modèles de langage, tout simplement. C'est-à-dire qu'ici, on part du principe qu'à chaque instant, l'agent en fait apprend continuellement et s'améliore, bien évidemment. Sinon, il n'y a pas d'apprentissage. Le but, quand on parle d'apprentissage, c'est parce que derrière, implicitement, il y a la notion d'amélioration continue. Donc voilà véritablement ce qui constitue la plupart des agents intelligents là qui vous sont présentés au niveau des outils que OpenAI, que Google, que Anthropic, que Microsoft, que Meta, bref, vous proposent au quotidien. Simplement, on ne vous explique pas ces méthodes de conception,
ces paradigmes. Mais c'est pas fini parce qu'évidemment, ce que je vous ai donné, ce n'était que des définitions pour l'instant. Maintenant, s'il faut aborder la question de la construction, il va falloir maintenant spécifier l'environnement. Spécifier l'environnement, c'est-à-dire quoi? Par exemple, est-ce qu'on se retrouve dans un environnement observable ou partiellement observable, ou un environnement épisodique ou non épisodique, un environnement statique ou dynamique, un environnement continu ou pas. Voilà les propriétés. Donc, première chose, donc définir les propriétés de l'environnement. Alors ici, pour l'instant, de manière plus générale, l'environnement dans lequel l'idéal, ce serait d'avoir un environnement toujours observable. Donc ça permettrait à notre agent intelligent de toujours savoir quoi faire à quel moment. Parce que à chaque instant, il aura toujours accès à l'état de l'environnement. Pas le fait que ces capteurs vont être capables de saisir, de percevoir, de garder en mémoire à chaque instant les connaissances de l'environnement. D'accord? Ça, c'est vraiment l'idéal. Parce qu'évidemment, ça nous permet d'avoir des traitements en interne, un programme informatique. Ici, c'est ici que se joue le programme informatique. Au niveau de l'agent, il y a alors, je n'entre pas, je fais exprès de ne pas trop entrer dans des modèles mathématiques pour ne pas vous perdre, mais vous comprenez le principe, c'est que ici vont se passer un certain nombre de traitements, donc fonctions mathématiques, programmes informatiques qui vont être embarqués pour que l'agent puisse agir et choisir la bonne action ou les bonnes actions à commettre, à effectuer dans son environnement. Alors, donc spécifier l'environnement, c'est très essentiel. Un environnement observable a un impact par le fait que à un moment donné, dans la chaîne de traitement des informations ici, l'agent intelligent peut toujours à chaque instant savoir dans quel état se trouve l'environnement, contrairement à un environnement partiellement observable. Parce que si l'environnement, par exemple, est partiellement observable, ce qui peut se passer, c'est que, bien évidemment, dans un état T1, j'en sais rien, T2, etc. Donc, si l'environnement est partiellement observable, l'agent intelligent ne pouvant pas capter, d'accord, observer l'état de l'environnement à ce moment précis, il faudra néanmoins qu'il puisse se comporter de manière rationnelle. Mais pour qu'il puisse se comporter de manière rationnelle, tout en sachant que l'environnement, il ne le perçoit pas à ce moment précis-là, il faut donc trouver une méthode, une manière pour qu'il puisse agir de manière rationnelle. C'est là où on entre évidemment dans des états de croyance de l'agent intelligent. L'état de croyance, l'agent intelligent va spécifier un certain nombre d'hypothèses qui pourraient correspondre aux états dans lesquels se trouve l'état de l'environnement. Et à partir d'un certain nombre de modèles d'inférence, choisir l'hypothèse la plus juste ou la plus probable. Voilà ce qui se passe dans le cas où nous sommes dans un environnement partiellement observable. Et si on est dans un environnement inobservable, ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais on reste toujours dans ce modèle de principe. Maintenant, il y a encore une autre spécificité, mais ça c'est encore beaucoup plus difficile à atteindre lorsque l'état de l'environnement est non connu. Non connu ici, c'est quoi? Alors, je vous donne tout simplement, vous prenez une planète très éloignée de notre système solaire qui n'a jamais été explorée par la NASA. Bah, on ne connaît rien de la spécificité du milieu de cette planète-là en question. C'est un environnement. L'environnement ici concerne tout jusqu'à l'univers entier. Donc, cette planète en question, si on veut créer un agent intelligent, il va falloir que l'on se base uniquement de nos connaissances que nous avons sur les lois de la physique, les lois mathématiques et tout le reste. D'accord? Les sciences dues de manière plus large. Et c'est le seul moyen par lequel on va pouvoir aborder la rationalité dans cet environnement-là, qui est une planète très éloignée de notre système solaire et pour lequel on n'a jamais y été pour l'instant. Mais ça, c'est... Donc, j'essaie de vous donner les concepts comme ça et la méthode de pensée de comment mettre véritablement sur pied ces agents intelligents que vous utilisez, ces outils
qui exploite évidemment donc les connaissances que je suis en train de présenter ici. Alors, donc, pour faire de manière plus simple, on définit véritablement donc un agent intelligent comme étant l'architecture plus le programme. Donc un agent intelligent, c'est une architecture et un programme informatique. L'architecture, donc, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure par les définitions, agent, réflexe, utilité, but et apprentissage continu, d'accord. Et le programme, évidemment, donc, va être l'aspect logiciel, mathématique, bien sûr, qui n'est que le calcul, la partie combinatoire qui va exécuter ce programme-là en question. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur les agents intelligents. Mais pour terminer, bien évidemment, pensez-y à chaque fois que vous utilisez les nouveaux outils qui vont sortir là d'ailleurs sur les agents intelligents. C'est parce que derrière, on aura pris un agent intelligent, cartographié l'environnement. Alors l'environnement contient donc les états dans lesquels l'environnement pourrait se retrouver. Ici, on parle d'environnement de tâches, l'environnement de travail, l'environnement dans lequel l'agent intelligent va interagir, va agir au quotidien. Vous prenez donc les agents logiciels pour l'instant qui ont le vent en poupe. Ces agents intelligents vont être capables de prendre des données issues des sites internet. Vous prenez peut-être OpenAI Operator qui va être capable de récupérer des informations sur un ensemble de fichiers, sites internet et tout le reste, les agréger, utiliser les modèles d'apprentissage continu, donc à partir donc, du traitement du texte, LLM par la suite, et exécuter un certain nombre de tâches. Mais derrière ces tâches-là, ce sont des fonctions que je vous ai décrites précédemment, et in fine, restituer des actions au sein de l'environnement en question. Le fait d'appuyer sur un bouton sur un site internet, ça c'est parce que évidemment derrière cela a été spécifié. Et pour que le bouton soit appuyé, il a fallu avoir des conditions qui ont été validées au préalable pour que cette action puisse être réalisée. Voilà tous ces éléments-là qui rentrent en compte lorsque l'on met sur pied véritablement un agent intelligent, donc capable à un instant T0, d'accord, et de aller à un instant Tn sans que l'humain ne soit sur la chaîne pour pouvoir réaliser, pour pouvoir l'aider dans son intervention. Je vais m'arrêter là, abonnez-vous, likez, partagez bien évidemment, je pense que cela vous aiderait et d'autres personnes bien évidemment qui pourraient suivre et aimer ce sujet, ce type de contenu. Mais c'est ce qui est en train de se passer à grande vitesse V. Même si vous utilisez les outils d'intelligence artificielle au quotidien, sachez que derrière, dans le paradigme de conception et de construction de ces agents intelligents, se trouve le discours que je viens de vous tenir là aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et restez concentrés. Merci, à la prochaine. Au revoir.